Bonjour à tous et les bienvenus. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait ces webinaires à Tech Afrique. Déjà, nous nous en excusons. Je pense que notre responsable communication, Bamba, était parti en vacances. Mais voilà, on est de retour et sur un thème assez passionnant, assez intéressant. En tout cas, un questionnement que moi, je me pose depuis maintenant plusieurs mois. Et voilà, je pense que pour en discuter aujourd'hui, on a un panel bien rempli. Donc bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est Saliou Ndiaye, je suis fondateur et développeur, ingénieur logiciel de formation. Et à Tech Afrique, comme vous le savez, ce que nous faisons, c'est quelque chose qui est très proche du thème d'aujourd'hui. Entre autres, c'est de l'outsourcing, c'est-à-dire nous permettons à des entreprises qui souhaitent aujourd'hui développer leurs solutions logicielles de requérir à nos services, bon, de nearshoring ou d'offshoring. Et justement, aujourd'hui, le thème, il s'agit des enjeux, des avantages et des limites de l'outsourcing à l'ère de l'IA. Alors, qui dit outsourcing, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il s'agit tout simplement d'externaliser une partie de ses processus, une partie de son équipe. Ce n'est pas forcément que dans l'IT ou dans le développement logiciel, ça se fait dans bien d'autres secteurs, la comptabilité, l'IT, ainsi de suite. Mais pour aujourd'hui, on parle principalement de l'outsourcing. Donc, lorsqu'il s'agit d'une startup qui souhaite développer son produit, un service pour lequel il y a pas mal d'intérêt, pas mal de marché. Et le Sénégal n'est pas en reste. On est aujourd'hui récipiendaire, on va dire, d'une bonne partie de cette demande d'outsourcing-là, principalement dans les marchés francophones. Et ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'est que il y a une nouvelle technologie, donc les LLM, l'IA tout simplement, qui a pas mal changé la donne en termes de collaboration, en termes d'écriture de code, en termes tout simplement de développement de produits logiciels. Et la question à se poser, tout simplement, dans ces situations-là, c'est quels sont les enjeux aujourd'hui que l'IA pose justement dans cette demande d'outsourcing-là face à ce marché d'outsourcing existant. Et donc, pour discuter de ce thème, aujourd'hui, nous avons de très bons invités que je vais laisser se présenter. Donc, Morniane, qu'on ne présente plus, qui est cofondateur de Wigo et Vice President of Growth, entre autres. Je sais qu'il a beaucoup de casquettes. Et nous avons aussi Barre Diaw, qui est développeur web mobile de Sunucode. Déjà, ravi de vous avoir. Je vous laisse vous présenter rapidement avant que nous puissions attaquer le vif du sujet. Mor. Alors, merci déjà, merci Saliou et merci à tout le monde. Donc, je pense que tu as déjà tout dit, Morgan, aussi background ingénieur logiciel. Et aujourd'hui, on a donc Hugo pour rappeler un peu le contexte. Nous, on est une startup de mobilité donc qui évolue dans le transport et qui essaie de répondre à un besoin qui est de regrouper au fait tous les modes de transport qui sont disponibles aujourd'hui dans un territoire, que ce soit les modes de transport public comme le bus, le train, le tram, le BRT, les taxis, mais aussi les modes de transport privés, à savoir les VTC, pour pouvoir offrir aujourd'hui une seule interface qui va permettre à l'utilisateur d'avoir un one-stop shop où il peut avoir toute l'information s'il veut se déplacer, mais aussi gérer toutes les transactions, billets, gestion des abonnements, cartes, etc. Donc aujourd'hui présent au Sénégal et au Maroc, sur plusieurs villes, avec des niveaux de développement un peu différents, et je pense qu'on aura aussi la chance d'en parler directement avec le thème. Donc merci de m'avoir, et on a eu à collaborer aussi avec Tech Afrique dans le passé sur ce sujet d'outsourcing-là, donc je pense que ça va être pertinent d'avoir des use cases qui seront adaptés et réalistes pour un peu montrer un retour d'expérience, et je me ferai un plaisir de répondre à tout cela. Très bien, merci pour cette belle introduction. Donc, je pense qu'effectivement, en tant que startup, tu auras pas mal d'éléments à partager justement relatifs à ce sujet-là. En tant que justement un des partenaires de Tech Afrique, on a eu à échanger sur ces sujets-là.
je pense que le débat sera très intéressant. Donc, Bara, je te laisse aussi te présenter, parler un peu de ton background. Voilà, merci beaucoup, merci Saléo. Merci également à Michigan pour la belle présentation. Donc, moi, je m'appelle Baradio. Je suis également le fondateur, mais également le CEO de Sunucode, donc un centre de formation, mais également de conception. Nous évoluons dans deux volets. Et le premier volet, c'est le volet formation dans les métiers de l'IT. Et le deuxième volet, c'est le volet conception de web et IT. Donc, de façon simple, on fait de la conception web et mobile pour les entreprises, mais également on fait de la formation dans ce domaine, que ce soit pour les élèves, les étudiants et les professionnels. Donc, nous évoluons dans ce domaine depuis, ça fera bientôt 6 à 7 ans. Donc, c'est un domaine que nous maîtrisons. Et aujourd'hui, je pense que ce serait un plaisir pour nous aussi de pouvoir répondre à vos différentes questions en ce qui concerne les enjeux, davantage et limites de l'outsourcing à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à toi, Bara, d'avoir bien voulu participer. Je pense aussi qu'on ne peut pas parler de formation aujourd'hui on ne peut pas parler d'outsourcing sans parler de formation. C'est un pilier central de ce processus-là. On ne peut pas parler non plus de formation sans parler d'IA parce que c'est un des talents, des skills aujourd'hui principaux qui est à acquérir. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du débat. Donc, je vais commencer. J'ai un peu introduit, en tout cas, le challenge aujourd'hui que pose l'IA par rapport à l'outsourcing. Ma première question, c'est elle va être ouverte, hein, mais Morse, ayant justement outsourcé dans le passé à des entreprises, Tech Afrique, mais probablement d'autres entreprises aussi, ayant outsourcé le développement de ton produit à d'autres équipes. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée des outils IA? Qu'est-ce qui aujourd'hui a réellement, en tout cas, évolué dans votre processus de décision, dans votre processus de développement produit depuis l'arrivée des LLM et des outils IA? Je pense que depuis l'arrivée des LLM, grandement changé, si ce n'est peut-être quelques, en tout cas, gains en vitesse d'exécution sur certains sujets, par exemple sur la documentation ou sur des sujets connexes. Mais en termes de développement pur ou de production, par exemple, sur le code, dès que ChatGPT est arrivé, je ne pense pas qu'on avait encore des questions à se poser. Par contre, dès l'arrivée des agents, là, je pense que ça a changé toute la dynamique. Dans le sens où maintenant, dès qu'il y a un gros module de code, en tout cas une grosse fonctionnalité qu'on voudrait ship, la question ne se pose plus sur est-ce qu'on développe ça en interne ou est-ce qu'on outsource à peut-être une autre agence pour gagner un peu plus de temps et de rapidité d'exécution et pouvoir se concentrer peut-être sur l'existant qui est toujours un travail de longue haleine qu'il faut toujours maintenir. Les LLM ont permis d'ouvrir une troisième option, une troisième brèche qui est de, OK, tout ce qui est en tout cas fonctionnalité ou travail dur de code, là, je pense que là, les enjeux sont différents et que les réponses se trouvent aujourd'hui chez les agents. Comment bien structurer ça en interne et comment bien s'assurer que voilà, l'output que ces agents aujourd'hui vont produire, que ce soit du code qui soit équivaut à un niveau de qualité, par exemple, qu'on aurait eu chez une agence ou chez un autre partenaire, ou même si on avait développé ça en interne. Donc, la qualité de cet output-là, cette vérification-là, je pense que c'est principalement aujourd'hui l'un des challenges pour toutes les startups, en tout cas, qui se sont frottées aux agents. Mais par contre, le réflexe naturel de pouvoir se dire aujourd'hui, voilà, si on a une roadmap qui est assez chargée, qui est assez pleine et qu'on n'a pas encore peut-être toutes les ressources pour tester au maximum ou release ou ship des fonctionnalités au niveau de vitesse et de qualité qu'on aimerait, il faudrait peut-être trouver un partenaire comme Tech Afrique ou une autre agence
sur laquelle on pourrait se baser pour gagner un peu plus en vitesse et pouvoir venir à la fin du quarter avec plus d'éléments sur la table. Là, les idées tournent plus à comment on arrive à structurer rapidement une passe santé beaucoup plus rapide. Par contre, la qualité de l'output, c'est un peu l'enjeu, je pense, qui est là. Et peut-être même, je pense aujourd'hui pour certaines startups, même l'input de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait demander à l'agent de faire sur une roadmap et sur une suite de tâches et de différents départements. Je pense que ça aussi, il y a des questions à se poser. Ok. Donc, si je comprends bien, bon, il n'y a pas eu un shift voilà, drastique juste avec l'arrivée des LLM, mais lorsqu'on a commencé à parler effectivement voilà, de workflow multi-agents, voilà, d'agents peut-être qui communiquent entre eux pour développer ces fonctionnalités-là, c'est là où vous avez vraiment senti, en tout cas, un changement dans le processus de prise de décision. Mais le challenge principal reste la vérification de la qualité voilà, du code tout simplement produit par ces agents-là. Du coup, j'ai entendu aussi que justement, c'est lorsque vous avez une roadmap plutôt chargée, que peut-être vous pouvez vous dire, bon, même avec des agents, on n'aura pas nécessairement le temps, en tout cas, pour produire certaines fonctionnalités avec le niveau de qualité voulu. Du coup, j'enchaîne avec peut-être la question suivante, c'est finalement, quel type de fonctionnalités peut-être sont beaucoup plus adaptées à être confiées à des agents IA et quel type de fonctionnalités sont plus propices peut-être à être outsourcées ou à être développées en interne. En fait, comment est-ce que vous faites cette décision-là en interne lorsque vous avez une roadmap devant vous? Je pense que ça dépend déjà de la nécessité même de la fonctionnalité, de même comment elle se place dans le produit en général. Si par exemple c'est une fonctionnalité qui est assez critique, qui touche par exemple des services de sécurité, des services financiers, en tout cas quelque chose qui touche aujourd'hui des problématiques sensibles avec des tiers, je pense qu'on n'en est pas encore au niveau de confiance et de trust pour laisser ça quand même avec juste des agents aujourd'hui. Par contre, tout ce qui touche aujourd'hui des fonctionnalités chronophages ou même des améliorations, ou par exemple un domaine où je pense qu'il y a zéro risque aujourd'hui de déléguer à 100%, par exemple, avec les agents, c'est le front. Donc, tout ce qui touche à l'intégration d'écran, tout ce qui touche à aussi, je pense que là, pas de doute aujourd'hui sur la capacité des LLM à avoir un niveau de qualité, un niveau d'exécution fiable. Par contre, sur le core business, c'est-à-dire les fonctionnalités de base qu'on propose comme value propre, ça, je pense qu'il faut toujours une main de l'équipe interne qui sera toujours là et qui pourra un peu valider tout ce que les agents vont proposer et pouvoir aussi garder cet équilibre entre le nouveau code et l'ancien code qui était structuré d'une certaine façon, et que le nouveau est tellement colossal en termes de quantité et de rapidité même d'existence, qu'il faudrait que toujours qu'il y ait une équipe aujourd'hui derrière qui puisse maintenir ces fonctionnalités-là. Donc, c'est peut-être segmenter les différentes features selon leur niveau de criticalité par rapport au business ou les enjeux même de la startup, et pouvoir se dire, s'il y a un enjeu de sécurité, aujourd'hui avec un partenaire ou des services externes, ou même sur la criticalité de la fonctionnalité, peut-être qu'il faudrait toujours un œil expert derrière qui va, par contre, pour tout ce qui touche à des améliorations directes sur des éléments du produit, je pense que l'équipe, en tout cas une combinaison de l'équipe interne plus les agents, ça permet d'accélérer très rapidement. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est voilà, selon la criticité voilà, de la fonctionnalité en elle-même, selon, bon, j'imagine le niveau de priorité quelque part.
mais aussi est-ce qu'il s'agit d'une fonctionnalité cœur à votre proposition de valeur ou plutôt voilà, une fonctionnalité connexe, une intégration ou quelque chose comme cela. Mais du coup, bon, j'entends le dilemme entre, ou plutôt les facteurs de décision entre le faire en interne versus, plutôt en tout cas le faire par un membre de l'équipe ou le déléguer à des agents IA. Bah, à quel moment, du coup, vous externalisez? Quel est le facteur de décision qui fait que bah, ça, je l'externalise? Est-ce que c'est juste question de manque de temps ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans cette décision-là? Qui peuvent pousser à cette décision-là, soit par exemple une opportunité aujourd'hui qui s'ouvre et qu'on a une fenêtre de tir assez jongler avec le roadmap et cette nouvelle opportunité-là, donc manque de temps et manque de ressources. Là, on peut se dire, OK, peut-être qu'il faudrait avoir un prestataire externe qui pourrait venir et nous permettre à booster et saisir cette opportunité qui peut-être n'était pas forcément sur notre roadmap. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est par exemple une expertise métier. Disons que, par exemple, je n'ai pas en interne quelqu'un qui sait faire du paiement à un certain niveau d'expertise, compliance avec toutes les sortes de réglementations. Donc là aussi, ça peut être un, un critère de décision pour se dire, OK, il va y avoir une agence métier qui est dédiée, spécialisée, un peu experte dans ce domaine-là, qui pourra accompagner les équipes. OK, makes sense. Donc, effectivement, c'est une combinaison de temps parfois, voilà, expertise métier sur un sujet particulier. Bah, c'est très clair. Bon, je vais passer à Bara. Bon, je pense que voilà, tu as un peu entendu le point de vue de Mort sur, en tout cas, euh, comment les outils IA ont affecté à lui son processus de décision par rapport à l'outsourcing et voilà, les facteurs de décision pour externaliser. Bah, ton côté, bon, évidemment, étant formateur et formant plusieurs jeunes aujourd'hui dans le développement logiciel, des jeunes qui sont généralement amenés soit à être freelance pour des entreprises voilà, qui sont à l'extérieur ou à travailler pour des entreprises qui vont justement effectuer de l'outsourcing pour ces entreprises-là. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est ressentie sur ce business d'outsourcing que tu perçois depuis que bah, les outils IA, et plus particulièrement les agents IA, génèrent une bonne partie du code? Merci, Julien. Euh, pour répondre à votre question, effectivement, il y a la pression, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est en fait une pression qui élimine souvent les mauvais prestataires, les mauvais développeurs, mais pas exactement les bons développeurs. Parce que, comme on le comprend tous, l'IA est aujourd'hui là pour générer du code, mais pas exactement pour créer des solutions. Donc, la création de solutions derrière, ça reste euh, pour l'humain. Donc, l'IA est là peut-être pour écrire du code avec les agents IA, comme il vient de le dire. Mais derrière, c'est l'humain qui est là. Donc, il y a une certaine pression, mais ça concerne plus ceux qui ne sont vraiment pas les bons développeurs, ceux qui sont peut-être débutants ou bien qui n'ont pas peut-être une bonne maîtrise. Donc, aujourd'hui, avec l'arrivée des outils, ou bien côté formation, même dans nos étudiants, ça arrive, c'est cas qui arrivent, des gens qui commencent et dès les premiers débuts, voilà, ils ressentent voilà, cette pression qu'ils seront peut-être remplacés. Mais je dis souvent que l'IA n'est pas là pour peut-être nous remplacer, nous les développeurs, nous les concepteurs, mais juste peut-être nous aider ou bien nous assister si on a les bonnes compétences. Certes, il va remplacer tous les mauvais prestataires, tous les mauvais développeurs qui n'utilisent pas et bien qui ne savent pas, l'utiliser. Donc, pour dire que la pression, ça existe, mais c'est juste une pression qui va éliminer et bien remplacer les mauvais prestataires, les mauvais développeurs. Donc, effectivement, cette pression existe aujourd'hui. Donc, en tant que concepteur, en tant que développeur, on voit qu'il y a cette pression à notre niveau. Donc, dans nos prestations aussi,
on voit côté formation, même les étudiants ressentent cela. Donc, dès les premières heures de formation, ils ressentent qu'il y a effectivement cette pression. Ouais, effectivement, bon, j'ai entendu deux termes, justement, parce qui sont parfois difficiles à dissocier. Hein. J'ai entendu mauvais développeur versus bon développeur, mais j'ai aussi entendu développeur junior peut-être versus un développeur plus senior. Bon, la question que j'ai envie de poser, c'est, on commence tous en étant un mauvais développeur. Moi-même, je sais que j'ai commencé en étant un très mauvais développeur. Et justement, si aujourd'hui l'IA, les outils IA ne donnent plus, en tout cas, enlèvent cette opportunité à ces mauvais développeurs-là de travailler sur des fonctionnalités pour pouvoir s'améliorer, voilà, est-ce qu'on risque finalement la question qui vaut tout, hein, c'est est-ce qu'on ne risque pas justement à un moment donné de ne plus se retrouver avec assez de développeurs formés pour même pouvoir maîtriser ces outils IA-là. Bon. Quand je reviens aux premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, aujourd'hui sont des projets qui peuvent être faits en un seul prompt IA, voilà, qui peuvent être vibe codés, comme on dit, en un seul prompt. Donc, comment est-ce qu'on résout en fait finalement ce gap-là qu'il y a entre un développeur qui vient de débuter, qui a besoin de ces projets pour se former et devenir un bon développeur, mais que peut-être les startups comme Wigo n'emploient plus parce qu'il y a les outils IA, les agents IA. Oui, effectivement, c'est là où se trouve le problème le plus. Donc, moi, je suis déjà formateur, donc je forme plusieurs personnes dans ce domaine. Et il y a certaines personnes même qui sont découragées par l'idée de faire une formation, mais de se former, c'est quelque chose que l'IA peut faire en un clic ou bien avec un seul prompt. Donc ici, quand je parle souvent de mauvais développeurs, c'est surtout les développeurs qui ne veulent pas en fait aller au-delà de ces limites. Donc, on ne doit pas se limiter en fait à ce que l'outil qu'on utilise nous donne. Aujourd'hui, on peut faire une bonne formation, on peut tirer dans les formations, ou bien avoir un peu d'expérience et être quand même un mauvais développeur. Donc, il y a des gens qui ont une bonne expérience, mais qui sont peut-être pas un très bon développeur. L'expérience, c'est important, mais l'expérience seule ne suffit pas. Donc, être un bon développeur, on peut être débutant et être quand même un bon développeur et même utiliser ces outils, dont l'intelligence artificielle, c'est un avantage même pour certains développeurs qui ne sont pas, comme je le dis souvent, trop paresseux. Donc, on peut l'utiliser pour être un bon développeur. Certes, il y a la pression, mais je pense que c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. On peut les utiliser pour être un bon développeur. C'est-à-dire, le bon développeur, c'est pas seulement celui qui sait coder ou celui qui sait écrire les lignes de code, mais celui qui sait réellement se comporter en tant qu'humain derrière l'outil qu'il utilise. Et dans les solutions, les plateformes que nous mettons en place, le plus important, c'est l'humain derrière qui va diriger ce que l'IA ou bien ce que l'outil qu'il utilise peut concevoir. On peut être un nouveau étudiant et avoir peut-être ce réflexe. Parce que comme je l'ai dit avec les outils IA, ce qui est important, c'est nous, comment on va les contrôler. En tant que développeur, que ce soit débutant ou bien développeur expérimenté, on ne doit pas accepter que l'outil nous dirige en fait. C'est à nous de proposer la solution et que l'outil se charge maintenant de la conception, mais de nous suivre. C'est pas à lui de diriger. Aujourd'hui, je vois beaucoup de plateformes, beaucoup de solutions que les gens mettent en place, mais dès que tu regardes à première vue, avant même de tester ou de faire quoi que ce soit, tu sens qu'il y a le manque d'humanité en fait dans la solution ou dans le projet. Et c'est ça qui fait le bon développeur. Ok, donc quand on dit mauvais développeur, ce n'est pas nécessairement une question de skills ou de talent, c'est plus une question d'attitude, de posture, voilà, par rapport à l'utilisation même des outils qui sont à notre disposition. Et bon, tu l'as mentionné vers la fin, donc tu as dit qu'aujourd'hui, bon, lorsque tu es devant un produit qui a été généré par peut-être qui a été généré par l'IA, bon, vibe codé, comme on dit, il y a un certain ressenti. J'aimerais un peu creuser sur cela, mais plus par rapport au code en lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le code qui est généré par ces agents IA, il est équivalent, on va dire, en termes de qualité aussi bien externe qu'interne, voilà, au code qui pouvait être produit
peut-être par une équipe, encore une fois, voilà, externalisée. Bon, comme on est dans le thème de l'outsourcing, hein, par une équipe, tout simplement. Ou est-ce qu'il est moins bon sur certains aspects, ou est-ce qu'il est meilleur sur certains aspects? Parce que je pense il peut avoir des avantages et des inconvénients. Donc, comment est-ce que, ayant peut-être eu à comparer cela, quel est le niveau de... En tout cas, comment est-ce que tu compares ces deux procédés de production, finalement, de code? Alors, moi, je dis souvent que les outils d'IA que nous utilisons, ce sont des outils qui écrivent souvent du code qui fonctionne, qui marche. Et en même temps, l'équipe ou bien l'humain derrière, il écrit souvent du code qui est dur, ou bien un code qui est escalable, ou bien qui se maintient facilement. Le même problème se retrouver des deux côtés. Donc, tout dépend de la personne ou bien l'humain derrière qui a comment commandité, comment le contenu, bien le code a été commandité au niveau de l'outil qu'on utilise. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs outils. Je constate par exemple que parfois le code, l'IA, il me génère un code qui peut-être dépasse mes attentes ou bien qu'un développeur peut-être pas à ce niveau de soit documenté ou bien à ce niveau de logique, ça arrive. Et parfois aussi, vous tombez sur du contenu qui a été généré par l'IA qui vraiment laisse à désirer. Moi, je pense que tout dépend de plusieurs paramètres, dont le contexte dans lequel le code a été généré. Mais je dis toujours à mon équipe, surtout l'équipe dev, que quel que soit l'outil ou bien l'IA ou bien les LMM que vous utilisez pour générer du code, il y a toujours quelque chose qui est obligatoire, c'est la vérification humaine. Quelle que soit la qualité du code que l'outil génère, je pense qu'il y a une vérification humaine que vous devez faire, c'est chaque code qui est généré par un outil, n'importe laquelle. Quelle que soit la complicité, je pense qu'on doit faire la vérification humaine. Aujourd'hui, c'est difficile de comparer vraiment les deux. Donc, tout dépend du contexte dans lequel le contenu a été généré et de la logique peut-être on aura l'occasion d'en parler, du prompt qui est derrière. Et tout ça, ce sont les paramètres qui tiennent compte du résultat, de l'output que l'IA va générer. Ouais, effectivement. Il est vrai que, voilà, en tout cas, il y a des avantages indéniables, hein, au code généré par l'IA. Bon, il est généralement très bien formaté, très bien structuré même, d'un point de vue purement, voilà, syntaxe et même logique, hein. En tout cas, mieux que, voilà, j'aime bien taquiner mes amis les Indiens, bon, qui sont des champions de l'outsourcing. Voilà, tu ne trouveras pas du code spaghetti avec une classe de 20 000 lignes. Mais voilà, effectivement, généralement, les erreurs que l'on trouve dans ce code-là sont plus subtiles. Et justement parce qu'en apparence, voilà, c'est un code qui a l'air très logique, ces erreurs-là sont généralement plus difficiles à détecter. Bon, on reviendra sur justement peut-être les techniques pour mieux, en tout cas, utiliser ces outils-là et être un bon prestataire tech en 2026. Mais j'ai envie de revenir vers toi, Mor. Donc, tu nous as un peu expliqué aujourd'hui comment votre processus de décision à Wigo a été changé avec l'introduction des agents IA. Mais maintenant, une fois que vous avez décidé même d'externaliser une fonctionnalité ou de choisir un prestataire externe pour développer une fonctionnalité, quel est l'impact, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des critères supplémentaires maintenant que vous considérez justement dans l'utilisation de ces agents IA-là, de ces outils IA-là, ou bien ce sont toujours les critères que vous considériez avant qui prévalent toujours? Bien sûr que je pense que tout change. J'ai plus les mêmes attentes de facturation, par exemple, qu'avant. Je pense qu'il y a drastiquement aussi un enjeu que le prestataire avec qui je veux travailler doit aussi upskiller, et c'est pas que ça va être intéressant parce que pour moi, l'IA n'est pas forcément, en tout cas à première vue, je le regarderai pas forcément comme quelque chose qui permet forcément
cut cost et d'optimiser. L'ambition est d'agir beaucoup plus rapidement et peut-être de produire beaucoup plus. Et dans ce sens-là, ça veut dire que si j'ai un besoin de quantité, bah, la qualité doit suivre aussi. Et mon prestataire doit pouvoir aussi suivre cette vitesse-là. C'est-à-dire, si je devais aujourd'hui outsourcer un module, peut-être que ça va en être 5. Parce que, justement, je pense que le prestataire doit pouvoir, grâce à l'IA, lui aussi upskiller ses prestations et pouvoir deliver. Donc, le niveau de la quantité d'exécution et d'opération aussi change. Parce que si on rentre dans ces scales-là, je ne pense pas que l'ancien modèle de collaboration pourrait être pertinent aujourd'hui pour une startup qui, au final, va se dire que le niveau de vitesse que je peux gagner avec ce prestataire n'est plus une question de survie parce que voilà, j'ai besoin de telle feature absolument at this time, mais ce sera plus sur le niveau d'opportunité que ce qui l'aurait ship m'aurait permis d'atteindre. Et du coup, le calcul il change parce que ce que tu perds si tu ne travailles pas avec un prestataire qui est capable de fournir ce niveau de service, bah, ce serait un nice to have. Un nice to have, oui, qui peut être game changer parce que peut être créateur de valeur et ouvrir d'autres portes ou même permettre d'accéder à un autre stage. Mais il y a plus qu'on avait avant sans, par exemple, les agents. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur n'importe quelle urgence ou problématique critique, je pense qu'en interne, avec les agents, on peut pouvoir être capable de répondre rapidement. Par contre, sur le niveau d'opportunité qu'on peut aller toucher, là, je pense qu'externaliser avec quelqu'un qui peut aller à ce niveau de vitesse peut être aussi intéressant. Donc moi, si je comprends bien, alors non seulement il y a moins de chances d'externaliser des fonctionnalités aux prestataires, mais lorsque vous le faites, non seulement vous êtes plus exigeant en termes de vitesse d'exécution, plus exigeant en termes de, voilà, on va dire, d'accessibilité du pricing, et ce sera pour des fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement critiques. Donc, vos prestataires, en tout cas, auront du pain sur la planche. Hein. Après peut-être pour cadre nous on est, qui est peut-être un maré qui est là peut-être à essayer de trouver un product market fit ou même de proposer un très différent. Mais pour nous qui peut-être avons déjà la majorité des features de base pour notre core business et qui sont plus sur des problèmes parce que si tu n'arrives pas à répondre très rapidement à ces besoins-là, bah, tu auras un concurrent qui peut venir d'ailleurs et qui peut, lui, très rapidement faire ça parce que peut-être plus de ressources, plus de capital. Effectivement. Justement, en parlant de concurrence, bon, c'est vrai qu'on est, bon, jusque-là, je pense qu'on parle quand même de marché local ou un marché de nearshore, mais lorsqu'on va un peu plus loin et qu'on parle d'offshoring, on peut aller dans des marchés beaucoup plus lointains, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre on va dire, revers de l'IA, qui est le fait que c'est une sorte d'égalisateur dans peut-être le développement de certaines fonctionnalités ou la production de certaines, dans le sens où peut-être que ces fonctionnalités-là ne demandent plus autant d'expérience pour les implémenter qu'auparavant. Bon, l'exemple que j'aime bien donner, c'est, je pense, il y a un jour où nous devions faire un proof of concept sur du NFC. Bon, le NFC, on sait tous que c'est une fonctionnalité qui peut être plus ou moins complexe, hein. Mais voilà, j'avais assez peu d'expérience sur le NFC, mais en utilisant les outils LLM, j'avais pu faire un proof of concept assez correct, assez rapidement. Et la question que je me suis posée, c'est naturellement, est-ce qu'aujourd'hui, ces autres développeurs, peut-être africains, qui n'avaient pas autant accès à ces technologies-là ou qui n'avaient peut-être pas accès au même niveau de formation qu'un développeur américain ou un développeur allemand, est-ce qu'aujourd'hui, l'IA ne constitue pas aussi une opportunité
et est-ce qu'elle ne nivelle pas un peu voilà, le terrain de jeu entre ces différents marchés-là. Bon, c'est une question pour vous deux, hein, donc peut-être moi, comme tu avais la parole, tu peux donner ta perspective, ensuite tu peux conclure. Je pense que it's kind of obvious, c'est assez évident que aujourd'hui, de toute façon, je ne pense pas que le code était le problème pour les Africains. Je pense pas qu'on a un problème de développeurs. Je pense qu'on a assez de développeurs de qualité. Je pense que le problème pour les startups, c'était plus un problème de ressources. Combien de ces développeurs de qualité tu pouvais en avoir, par exemple, quand hôpital, donc tu n'as pas forcément les mêmes moyens pour payer ne serait-ce que le minimum de services nécessaires pour avoir un produit. Pour moi, elles sont sous-staffées. Elles sont sous-staffées pas que dans les équipes produits et dev, mais sur tous les angles, justement parce que forcément, elles ont un autre sujet d'investissement et de capital et de business. Mais aujourd'hui, l'IA enlève, on va dire, ce déséquilibre. C'est-à-dire que pour les équipes produits, je ne pense pas qu'une équipe qui est peut-être en France ou aux États-Unis aujourd'hui en termes de ce qu'elle peut proposer comme qualité ou comme produit serait différent de ce que les Africains peuvent proposer. Je ne pense pas parce que les moyens n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ce déséquilibre tend à disparaître, pas que sur le sujet du produit justement, mais même sur les enjeux de scale. Parce que je donne juste un exemple ici en interne. La plupart des sujets growth qui étaient peut-être sous-jacents à comment on peut faire de la croissance avec un produit qui peut-être a déjà trouvé son product market fit, mais qui n'a pas les moyens d'aller puiser en marketing et de dépenser beaucoup pour acquérir des clients ou des utilisateurs, bah, il fallait trouver un moyen agile de hacker cette croissance-là. Sauf que, problème, quand tu es sous-staffé, tu ne peux pas mettre des équipes, des développeurs pour ton concept, etc. de growth. Aujourd'hui, bah, je pense que cette barrière-là, elle a sauté. Des gens qui n'ont rien à voir avec le code chez nous peuvent aujourd'hui ship des choses très intéressantes qui peuvent permettre aujourd'hui de leapfrog sur certains sujets-là. Donc, il y a effectivement un niveau de nivellement, si on peut le voir, sur cet angle-là entre notre zone géographique et les autres écosystèmes. Et je pense que peut-être il y a même un niveau d'avantage que nous, on a, c'est-à-dire que sur ces écosystèmes qui sont un peu plus matures, où la plupart des problématiques de base ont été déjà taclées, plus cet espace de croissance-là où ils peuvent aujourd'hui mettre à disposition plusieurs technologies ou plusieurs produits. Je pense que le gap se réduit de plus en plus à faire, parce que justement, ces solutions étrangères, qui sont assez nombreuses et diverses, n'ont pas toutes réussi leur implémentation ici en Afrique. Peut-être parce qu'elles n'ont pas encore tout le contexte local. Et sur ça, bah, je pense qu'on a un avantage très important et qu'on peut saisir cette opportunité, justement parce qu'on n'a plus le gap technique sur la vitesse et sur la capacité de production. Ok, intéressant. Donc, si je comprends bien, voilà, le nivellement n'est pas nécessairement en termes de voilà, qualité du code produit ou type de fonctionnalités qui peuvent être attaquées, mais plus justement la quantité de développeurs, en tout cas les ressources humaines qui sont disponibles même pour, en réalité, voilà, comme tu dis, attaquer divers sujets. Ça peut même aller au-delà du développement de fonctionnalités, même jusqu'au marketing. C'est effectivement des ressources qui peuvent être utilisées. Bara, est-ce que, voilà, par rapport au sujet du nivellement que l'IA introduit aujourd'hui entre les talents africains et les talents d'ailleurs, quel est ton point de vue? Bon, je pense que M. Yann a dit l'essentiel. Hein. L'avantage qu'on a, c'est que ça a coupé peut-être cette barrière dont elle vient de parler.
Et le problème, ça n'a jamais été un problème de code ou bien un problème de logique, mais c'était peut-être les moyens ou bien les ressources qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, on est à même niveau de ressources avec ces écosystèmes. Et notre avantage ici, surtout en Afrique, où on a pas mal de retard ou bien pas mal comment d'absence de l'unité dans certains domaines. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est un avantage que nous devons nous-mêmes saisir en utilisant les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition et surtout, comme il le dit, pour contextualiser certaines solutions, contextualiser certaines innovations. Parce que certes, dans les écosystèmes européens ou américains, il y a beaucoup de solutions qui fonctionnent là-bas, mais qui ont aujourd'hui des difficultés à être adaptées ou bien à être utilisées en Afrique, compte tenu de nos réalités ou bien du contexte africain qui est un peu particulier. Donc, je pense que c'est la différence principale. Moi, en tant que développeur, c'est la différence principale, mais c'est l'opportunité que je saisis le plus avec les outils IA. Effectivement, effectivement. Bah, en tout cas, voilà, comme vous le dites, il n'y a pas que des menaces, il y a des opportunités aujourd'hui dans ces outils-là pour nos marchés qui sont, voilà, encore, comme je dis encore, de façon prédominante des marchés d'outsourcing. Alors, je vais passer un peu à la dernière question, vu qu'on arrive un peu à la fin du temps, mais pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, donc on va revenir dessus vers la fin. Mais j'ai envie d'enchaîner voilà, avec une dernière question pour toi, Bara. Aujourd'hui, un fondateur un fondateur de start-up qui t'approche en tant qu'ami et qui justement hésite entre développer, on va dire externaliser, il veut peut-être développer son MVP et il hésite entre prendre un développeur externe, voilà, outsourcer son développement versus utiliser l'IA peut-être pour faire sa première version. Quel conseil concret est-ce que tu lui donnes pour pouvoir faire cette décision-là? Voilà. Entre utiliser l'IA et externaliser. Bon, moi, je dirais les deux. Je vais les conseiller les deux, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. Donc, utiliser d'abord l'IA pour peut-être les prototypes rapides ou bien pour générer des codes. Mais aussi, dans un autre contexte, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un humain derrière pour 3 ou 4 éléments qui sont nécessaires quand même dans le développement. C'est la production et la sécurité et surtout la maintenance. Quand j'utilise des outils, on oublie souvent une partie très importante côté sécurité et maintenance. Et même le code qui est généré par l'outil peut être un bon code, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est à vérifier surtout côté sécurité. Parce qu'un développeur aussi, c'est un bon développeur qui prend en compte cette partie sécurité. Donc, si je devais conseiller à quelqu'un, c'est ce que je vais d'ailleurs. Donc, je fais les deux, c'est ce que je fais aussi avec mes partenaires. J'utilise les deux. Donc, il y a l'humain d'une part, il y a aussi l'IA pour me faire vraiment gagner du temps. En ce qui concerne la génération du code, voilà, pour la plupart des fonctionnalités, l'IA peut s'en charger et ça peut te permettre, par exemple, de gagner une bonne partie du temps, peut-être 70 à 80% de code peut être facilement, voilà, du travail peut être facilement fait par un outil IA. Mais derrière, il faut vraiment externaliser avec quelqu'un qui s'y connaît en termes de production, en termes de maintenance et surtout en termes de sécurité. Effectivement, non. On peut avoir le meilleur des deux mondes et essayer voilà, d'utiliser chacune de ces techniques-là, en tout cas, à son avantage et les combiner. Bon, j'allais poser une dernière question à Mor, mais je pense qu'il a quelques soucis avec sa connexion. En attendant, on va prendre quelques questions. Je pense qu'on a dans le chat. Alors, la première question, elle nous vient de Passer le Signet. Qui demande, voilà, les termes développeur junior et développeur senior devront évoluer. Doit-on se baser sur le code fourni avec l'aide des agents ou bien doit-on se baser sur la possibilité de pouvoir utiliser ces outils de manière efficace? Donc, je pose la question, c'est
voilà, comment est-ce que la définition même de développeur junior et senior change voilà, avec l'avènement de ces outils-là? Je n'ai pas bien entendu la question. Je vais le voir sur le chat. Oui, alors la question c'est, aujourd'hui, est-ce que les termes de développeur junior versus développeur senior, est-ce que la définition même peut-être du niveau de seniorité d'un développeur doit changer avec l'avènement de ces outils IA-là, ou bien est-ce qu'il reste le même? Alors, en ce qui concerne l'évolution des termes développeurs juniors, donc je pense que comment dirais-je, le vrai problème aujourd'hui avec les termes qu'on a aujourd'hui, on se base plus sur les années d'expérience, plus sur les lignes de code et qui sont écrites. C'est un référentiel en fait qui est en train de mourir aujourd'hui. Parce que là, on se base vraiment sur l'expérience et peut-être les lignes de code écrites qui définissent les deux termes. Et là, avec l'événement de l'IA, donc c'est un référentiel qui est en train de vraiment de mourir. Normalement, donc je dis oui que ça doit aujourd'hui évoluer parce qu'un développeur junior qui utilise par exemple un color code ou un autre outil IA peut livrer en 2 jours, voilà, ce que peut-être un senior mettait peut-être 2 ou 3 semaines à produire. Donc, le critère volume de code expérience, je pense que ça ne tient plus vraiment à mon avis. Effectivement, je suis plutôt aligné. Moi, je dis toujours que ça n'a jamais été de bons critères de toute façon. Le nombre d'années, le nombre de les lignes de code produit, tout cela, ça n'a jamais été de bons critères pour réellement juger du niveau de seniorité ou du niveau en tout cas d'expérience de quelqu'un. Mais effectivement, les outils IA maintenant exposent clairement à quel point ces métriques-là sont vraiment des vanity metrics, comme on dit. Et voilà, il faut vraiment communiquer avec la personne, essayer de comprendre son processus de réflexion. Est-ce qu'elle comprend réellement voilà, les processus qu'elle-même elle est en train d'utiliser pour au final connaître son niveau. La dernière question qu'on a, elle nous vient de Adonai Nangui. Donc lui, il demande, est-ce que c'est aux développeurs aujourd'hui de donner de la vie au produit? Alors, je suppose que par donner de la vie au produit, c'est peut-être par rapport à l'utilité des fonctionnalités du produit. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner cette question-là. Je ne sais pas si, Bara, peut-être, quelle interprétation tu as de cela? Est-ce que le développeur va donner vie au produit? Bon, je pense que oui, si j'ai bien compris la question, mais oui, mais pas comment dirais-je, mais pas seulement, ou bien pas n'importe quel produit. Aujourd'hui, en 2026, par exemple, un développeur, il doit non seulement comprendre le pourquoi du produit, parce qu'au début, avant l'avènement des outils IA, le rôle d'un développeur, c'était un rôle que je dis un rôle classique, c'est-à-dire écrire, coder ce qu'on lui demande de faire, livrer ce qui est dans un cahier de charge. Voilà, et puis c'est tout. Point, c'est tout. Et aujourd'hui, avec l'avènement des outils IA, avec l'avènement des agents IA, je pense que le rôle du développeur, comment dirais-je, ça doit aussi évoluer. Non seulement on doit comprendre le pourquoi du produit, mais pas justement cela. Quand on développe une fonctionnalité, on doit d'abord voir cette fonctionnalité. Est-ce qu'il doit, par exemple, ça sert à quoi? On doit pouvoir répondre à cette question. Cette fonctionnalité sert-il à l'utilisateur et à quoi ça lui sert? Donc, on ne doit pas se limiter seulement à coder ou bien à concevoir des solutions ou bien à coder ce qu'on nous demande seulement de faire. Parce que ça, maintenant, beaucoup de personnes peuvent le faire avec l'avènement des IA. Et quand on développe, par exemple, une fonctionnalité, on doit se demander aussi, comment dirais-je, on doit se poser certaines questions, si la faisabilité côté technique, aussi, est-ce que ça tient côté business? C'est autant de questions maintenant que les développeurs doivent se poser. On est en 2026, on a dépassé la période où on devait vraiment se limiter à un simple cahier de charge. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, je dis toujours qu'il faut faire la différence entre un programmeur et un ingénieur logiciel. Bon. Voilà, un programmeur, en tout cas, lui, il est là juste pour traduire
des process bien définis en du code. Je pense clairement ce processus-là aujourd'hui, il est devenu, on peut le dire, obsolète. Et par conséquent, voilà, tous ceux qui peut-être se définissaient plus comme des programmeurs, bah, naturellement seront contraints d'évoluer, voilà, de devenir des ingénieurs logiciels et de s'intéresser à tous les aspects, voilà, du cycle de vie du logiciel et voilà, en tout cas tous les aspects du développement logiciel. Alors, on avait Mort tout à l'heure, mais malheureusement, je pense qu'on l'a... Ah, je pense qu'il est de retour. Moi, je ne sais pas si tu nous reçois. Ok, ok. Bah, tu tombes bien parce que justement, Oui, je te reçois, désolé. Ouais, donc j'avais une dernière question pour toi. Bah, comme on l'a dit, hein, clairement, le paysage aujourd'hui de l'outsourcing est en train d'évoluer, de changer euh, avec l'avènement des outils IA. Et comme on le sait, en tout cas, notre marché ou en tout cas nos pays sont récipiendaires, pas mal récipiendaires en tout cas de cette demande d'outsourcing-là. Moi, je connais pas mal peut-être de personnes avec qui j'ai eu affaire mes années universitaires qui aujourd'hui évoluent dans des boîtes d'outsourcing principalement. Donc, face en tout cas, ces enjeux-là, ces opportunités, ces défis, euh, comment est-ce que toi, tu projettes justement, tu te projettes dans 3 ans par rapport à l'avenir de l'outsourcing? Comment est-ce que on devrait faire évoluer ces entreprises d'outsourcing-là, la formation, le recrutement, pour justement rendre notre marché résilient d'ici les 3 prochaines années? Je pense que la nécessité de prendre le train en marche est là, et il est évident aussi. Je pense qu'il y a plus d'opportunités que de menaces quand même pour l'outsourcing, dans le sens où en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de problèmes auxquels, en tout cas, les Africains. Et il y aura toujours donc autant besoin sur ces questions-là en termes de produits. Par contre, je pense que c'est ce que Barre traitait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je pense qu'elle devient de moins en moins pertinente. Maintenant, la question va se tourner vers le vrai enjeu, c'est-à-dire comment avoir un produit, comment réellement répondre à des problématiques et à des use cases de la meilleure façon produit possible. Donc, je pense que les entreprises aujourd'hui d'outsourcing vont évoluer vers ces aspects-là, c'est-à-dire proposer en tout cas une panoplie de services qui vont être beaucoup plus denses, une idée de projet. J'ai peut-être pas de développeurs ou j'ai juste quelques développeurs en interne, au lieu de venir et de peut-être foncer à l'aveugle avec comment je conçois la chose, peut-être parler à une entreprise qui a cette expertise en Afrique, du marché, des populations, des contextes culturels, des contextes historiques, etc., pour pouvoir avoir cette intelligence-là aujourd'hui que tu ne vas pas retrouver forcément dans un LLM. Effectivement, effectivement. Donc, clairement, voilà, la panoplie de services, en tout cas, proposée va devoir évoluer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est clair aujourd'hui. Bah, je pense qu'on est un peu à la fin de voilà, de notre entrevue. Bon, le temps est passé vite. J'avais beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres axes de discussion, mais voilà, j'espère qu'on aura d'autres opportunités, en tout cas, d'échanger, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets connexes, hein. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié voilà, la générosité de partager aujourd'hui votre point de vue, Bara et moi. Bon, je vous laisse peut-être dire votre mot de la fin avant qu'on wrap it up. Maur, vas-y. Moi, je vais peut-être laisser à Bara d'abord. Donc, Bara,
Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là, de partager. Et l'échange est aussi vraiment riche. Et je vais juste terminer peut-être par du coup, aujourd'hui, en 2025, peut-être, voilà, la compétence qu'il faut vraiment, qui va faire la différence quand on est développeur, avec les outils IA, je pense il y en a deux, comme je le dis souvent à mes étudiants. C'est d'abord savoir prompter, qui est super important quand vous utilisez ces outils pour créer quoi que ce soit, mais aussi euh, savoir comprendre ce que l'IA génère comme code. C'est un élément essentiel qu'il faut avoir. Donc, je vais terminer par là. Vraiment, je le dis toujours à mes étudiants, c'est devenu même un proverbe que j'utilise toujours, qu'un développeur qui ne sait pas valider un code généré par l'IA est un développeur très, très dangereux. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Bara. Le mot de la fin, Mor? Moi, je vais peut-être parler beaucoup plus pour les entrepreneurs et peut-être les gens qui veulent tester des idées et tester leurs projets. Bah, je pense que le discours qui aujourd'hui qu'on entend sur de, de cut cost, je pense que nous, on doit avoir l'approche inverse ici en Afrique de se dire peut-être qu'on doit avoir plus de possibilités ouvertes qui peut-être avant ne pouvaient pas se concrétiser faute de moyens ou faute de ressources. Donc, je pense qu'il y a pas mal de problématiques dans nos pays sur lesquelles des produits tech peuvent vraiment radicalement changer et impacter la vie des gens. Donc, c'est le moment où cette brèche est ouverte et il y a un accès aujourd'hui de démocratisation du code qui nous permet de pouvoir avoir les mêmes ressources et de pouvoir se mettre à disposition sur notre marché. Donc, ce serait peut-être ça mon mot de la fin et de remercier Tech Afrique, bien sûr, Salut, Bambas, toujours un plaisir de participer à ces webinaires, mais aussi c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup encore une fois pour voilà, la générosité en termes de temps et aussi la générosité en termes d'information et de partage. Donc, on vous retrouve tous dans un prochain webinaire. On l'espère bientôt, hein, si notre responsable de communication ne part pas en vacances à nouveau. Mais voilà, merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur les différents canaux et on se retrouve bientôt. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.